L'amour de soi. Vaste concept. Beaucoup de personnes en parlent, mais presque personne sait réellement de quoi il s'agit. On le confond souvent avec l'estime de soi, la confiance en soi ou encore l'amour propre, mais au fond, qui arrive vraiment à faire la différence? D'ailleurs, quand on tape amour de soi sur Google, on peut tomber sur plein de choses. Des phrases comme s'accepter tel que l'on est, des mantra visant à changer son langage intérieur. En soi, plein de belles promesses, mais qui ont, je ne sais pas pour vous, comme un arrière-goût de galvaudé sur une sauce de développement personnel un peu cheap. Et dans tout ça, il y a un éléphant dans la pièce. Qui honnêtement a déjà vu une personne dont la vie a été radicalement changée grâce à 15 affirmations positives répétées devant le miroir? Bon, je suis un peu mauvaise langue, ça doit peut-être exister, mais personnellement, j'en ai jamais vu aucune. Si l'amour de soi se résumait simplement à de l'auto-bienveillance, on n'en entendrait pas parler à toutes les sauces. Ça serait simple, évident, et surtout efficace. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la réalité est un poil plus profonde et complexe, au-delà du fait que c'est rarement abordé comme il le faut. Par contre, en creusant un peu beaucoup, précisément là où les belles citations Instagram ne vont pas, on découvre autre chose. Un trésor. Un trésor qui prend la forme d'une sorte de principe. Principe que l'on retrouve chez les grands artistes, les athlètes de haut niveau, et étonnamment chez un personnage de fiction que vous devez probablement bien connaître. Parce que oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, One Piece, ça parle d'amour de soi. Et Luffy incarne ce principe, ce trésor, et encore mieux que n'importe quel gourou du développement personnel. Alors, installez-vous confortablement, parce que dans cette vidéo, on va déterrer ce trésor. Et vous pouvez être sûr d'une chose, lorsqu'on déterre le trésor d'un pirate, on ne rentre jamais déçu. Peut-être que certains d'entre vous se demandent comment m'est venue cette idée de rapprocher One Piece et l'amour de soi. Un peu de contexte. J'étais tranquillement installé dans mon canapé, en train d'échanger des vocaux avec un pote, enfin des vocaux, plutôt des podcasts ou des mixtapes comme on aime le dire. D'ailleurs, si vous faites partie de la team minimum 5 minutes par vocal, sachez que vous n'êtes pas seul. On n'est pas toujours apprécié, on peut chercher à nous éviter, mais c'est pas grave, on est ensemble. Bref, on avait une discussion sur la qualité des contenus sur internet aujourd'hui. Qu'il y avait de plus en plus de contenus créés par des IA, ça parlait de brain rot, puis on a fini par parler de paternité, enfin bref, plein de choses. Et dans l'étendue de tous ces sujets, on a commencé à parler de l'amour de soi, sujet qui semble être au cœur des considérations, puisqu'on en entend parler partout, dans la musique, Probably say I'm struggling with loving myself because that seems like a common theme. 'Cause I love me enough for the both of us. au cinéma, et surtout dans la sphère du développement personnel. C'est limite dans cette branche où il y a le plus de contenu qui traite du sujet. Aujourd'hui, quand on entend parler d'amour de soi, c'est un peu ce que je commençais à dire en introduction, ce qui revient le plus, c'est d'être bienveillant avec soi-même, remplacer les pensées négatives et dévalorisantes par des pensées positives, accepter ses erreurs, prendre soin de soi, enfin bref, vous voyez le genre. Alors, malgré les apparences, je ne suis pas en train de faire une sorte de diatribe, genre une critique de la manière dont l'amour de soi est traité. En soi, toutes ces affirmations ont un fond de vérité quand on y pense. Mais voilà, je ne sais pas pour vous, mais autant remplacer ces pensées négatives par des positives peut être un puissant life changer, autant ça paraît quand même plus facile à dire qu'à faire, au-delà du fait que ça sonne quand même cruellement bateau. Non, et puis voilà. Personnellement, j'avais toujours eu cette croyance et cette intuition que les mangas étaient les meilleurs contenus en termes de développement personnel, les meilleurs mentors. En tout cas, super guide quand on adopte un niveau de lecture qui dépasse juste les aspects de pur divertissement. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste une intuition. Il y a toute une dimension ontologique présente dans les histoires, que ce soit au sein même de leur structure, qu'au niveau des thèmes qui sont traités. Pour les curieux, je peux vous renvoyer à ma vidéo sur Guts, qui en parle. Et puisque les mangas sont meilleurs que tous les coachs de développement personnel, je voulais en avoir le cœur net. Et je n'aurai pas d'explication claire pour l'instant, mais j'avais cette intuition qu'avec One Piece, plus précisément avec le personnage de Luffy, on pouvait avoir une réponse beaucoup plus complète et étoffée. Une réponse beaucoup plus pertinente que celle que l'on retrouve assez rapidement sur YouTube en tapant « Amour de soi dev perso ». Donc voilà, après plus de 11 minutes de vocaux, une critique gratuite des gens qui font du développement personnel sur YouTube, je me retrouve avec ce défi. Prouver que Luffy traite mieux l'amour de soi qu'un David Laroche.
Comme toute quête ou recherche, il me fallait un objectif. Bon, je viens de le dire, mais plus sérieusement, c'est prouver que One Piece permet de mieux comprendre l'amour de soi que les livres de développement personnel. Ça c'est fait. Il me fallait un périmètre d'étude, un périmètre de recherche. Et j'ai choisi la première saga de One Piece, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je ne suis pas un grand fan de One Piece. C'est à peine si j'ai commencé l'arc Punk Hazard, parce que honnêtement, en vrai, entre nous, après avoir vu Enies Lobby, Marineford, Arlong Park, est-ce qu'on rate vraiment quelque chose en arrêtant One Piece? Bon, pour ça, je vous laisse en débattre en commentaire. Bref, il me fallait parler de quelque chose que je connaissais. Et puis dans la saga East Blue, il y a toute la recette qui fait le style, la signature des arcs de One Piece. Et enfin, il me fallait une méthodologie. Donc, on va analyser les 5 arcs de la saga East Blue, en commençant par le premier, l'arc Romance Down, et on va voir les enseignements qu'on peut en tirer en adoptant cette grille de lecture à l'histoire. 莫大な財宝が噂される最後の島に政府が行くなっつってんだ。お宝の噂も真実味が増す。たどり着けば名実ともに俺たちは世界一の海賊団だ。Bon, commençons par le commencement. Vu qu'on veut avoir une approche intantinée rigoureuse, autant repartir de zéro en se demandant c'est qui Luffy, c'est quoi One Piece. Eh ben, il y a 900 ans, il existait un royaume qui prospérait sur une île assez isolée. Et il avait une particularité, il était extrêmement puissant. Puissant parce qu'il détenait 3 armes légendaires... Donc le royaume détenait 3 armes légendaires qui s'appelaient Pluton, Uranus et Poséidon. Attendez. On est sûr que c'est One Piece? D'accord. Ouais, effectivement, c'est One Piece. Bon, écoutez, on va peut-être pas commencer par là alors. En fait, One Piece, ça raconte avant tout une histoire de pirate. L'histoire telle qu'elle est lue par le lecteur commence en l'an 1500, avant l'exécution publique d'une figure illustre de la piraterie dans l'univers de One Piece. Que dis-je illustre? Il est reconnu et métaphoriquement intronisé par ses pairs et le monde entier comme étant le roi des pirates. Donc, ce n'est clairement pas n'importe qui. Mais étonnamment, l'histoire débute avec lui sur l'échafaud, 2 bourreaux s'apprêtant à l'exécuter, et pourtant, confiant avec une assurance insolente, il esquisse un large sourire juste après qu'un random dans la foule lui hurle un truc genre « Hé, roi des pirates, on sait que t'as trouvé le trésor légendaire, et a priori, là où tu vas, tu n'en auras plus besoin, dis-nous où il se trouve. » Et là, il se tape un énorme fou rire, et répond que ce trésor, son trésor, le trésor du roi des pirates, eh ben que chacun aille se servir, il nous le laisse. Il l'a caché quelque part dans ce vaste monde. Cette déclaration a lancé ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, parce qu'un nombre incalculable de pirates ont pris la mer pour aller trouver le trésor de Goldie Roger, le One Piece. Et ce qui est intéressant avec One Piece, c'est que c'est pas une histoire de pirates simple, genre une fiction historique, un peu comme dans le décor de Assassin's Creed Black Flag. Non, c'est une histoire de fantasy, c'est-à-dire que des éléments surnaturels, imaginaires, ne sont pas hors du commun. Et l'une des choses qui illustre ça le mieux, c'est le système de super pouvoirs dans One Piece. C'est un peu la signature du manga, comme le chakra dans Naruto ou le Nen dans Hunter x Hunter. Et j'ai bien dit Hunter x Hunter, hein. Ici, c'est les fruits du démon, et en manger confère un pouvoir unique. Et ces fruits sont classés parmi 3 grandes familles. Les fruits Paramecia, qui confèrent des pouvoirs un peu conceptuels, parce qu'ils vont par exemple modifier des caractéristiques du corps, ou avoir une influence sur l'environnement, comme par exemple un personnage qui s'appelle Nico Robin, et qui a mangé le fruit de l'éclosion, le Hana no Mi, qui peut faire éclore des parties de son corps littéralement où elle veut. Les fruits Zoan, qui donnent le pouvoir de se transformer en animal, par exemple un personnage du nom de Pell, qui peut se transformer en faucon. Et enfin, le fruit de la catégorie Logia, qui octroie un pouvoir élémentaire comme le feu, le sable, la fumée, et ils sont considérés comme les plus redoutables en général. La particularité de ces fruits, c'est qu'ils offrent en plus un malus à quiconque les mange. L'impossibilité de pouvoir nager, assez cocasse dans un univers essentiellement marin, où quasiment tout se passe sur des îles. Et d'ailleurs, en parlant d'îles, pour vous représenter l'univers de One Piece, en tout cas d'un point de vue géographique, imaginez une planète, enfin plus précisément imaginez la Terre, hein, mais quadrillée en une croix géante, avec d'un côté une sorte d'étendue terrestre, ou plus exactement une grande chaîne de montagnes qui entoure le globe, qui s'étend du nord au sud.
Red Line, et qui crée une sorte de perpendiculaire avec un océan qui suit une ligne imaginaire et qui forme une ceinture horizontale qui va diviser la planète en 2 hémisphères, un peu comme l'équateur finalement. Et cette zone s'appelle Grand Line. Grand Line est un océan avec des climats totalement imprévisibles. D'une île à une autre, on peut brutalement passer d'un climat tropical à un climat enneigé, les boussoles classiques ne fonctionnent pas, et il est dit que cette partie du monde est peut-être l'endroit le plus dangereux qui existe. Cette réputation a donné le surnom à cette zone de cimetière de pirates. Et c'est dans Grand Line que se passe une grande partie de l'histoire. Et comme dans One Piece, il y a plus de 1100 chapitres, c'est un peu comme si, en allant à Grand Line, pour les joueurs de Dofus, on passait d'Incarnam à Astrub, ou pour les joueurs de League of Legends, des parties normales aux parties classées. Et du coup, vous devez sûrement vous demander c'est quoi l'équivalent d'Incarnam et des normal games, évidemment pour ceux qui ont la ref. Et ben, vu que Red Line et Grand Line forment une sorte de perpendiculaire, cette séparation, on croit, laisse dégager 4 mers. East, West, North et South Blue. Et c'est dans une de ces mers que l'histoire de notre protagoniste principal commence, à East Blue. Les autres mers, on s'en fout un peu, en tout cas le manga ne les a pas vraiment développées. Et ça me fait une parfaite transition pour vous présenter Monkey D. Luffy, le héros de l'histoire, le personnage principal de One Piece. Luffy est justement né à East Blue, et comme tout héros de shonen digne de ce nom, on ne suit pas un random, mais un descendant d'une lignée de mecs vraiment balèzes, un Nepo Baby comme on dit. Pareil que Goku, avec son père Badak, qui était seul à s'interposer face à Freezer, qui avait juste pour plan d'exterminer tout son peuple. Il est mort dans sa tâche, je précise quand même. Comme Naruto, qui est juste le fils du 4e Hokage et de la descendante du 1er Hokage, les Hokage étant les chefs du village parce que c'est juste les ninjas les plus puissants, voilà. Et du coup, dans le même temps, Luffy, lui, est le fils de Monkey D. Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Oui, parce qu'il y a tout un délire marxiste dans One Piece, avec un système de caste, des nobles, une élite et le peuple, quoi. Enfin bref, je passe les détails. Qui est lui-même le fils de Monkey D. Garp, vice-amiral de la marine. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la marine. En fait, la marine, c'est l'institution qui représente un peu les forces de l'ordre dans le manga. La marine représente aussi les forces militaires de l'organisation politique qui règne dans l'univers de One Piece, le gouvernement mondial. Et comme dans un univers où les gentils, je mets des guillemets, sont des pirates, forcément la marine représente un des principaux antagonistes du manga. Donc Luffy est un pirate, qui a un père révolutionnaire et qui lutte contre les politiques du gouvernement mondial, et qui est lui-même le fils de Garp, qui est considéré comme un héros et qui travaille pour le gouvernement mondial. Bon, c'est pas le plus important, mais je plante le décor. L'objectif de Luffy est simple. Il veut devenir le roi des pirates. Non pas pour le prestige que ça représente, il ne le fait pas pour la fame ou les femmes, non, il le fait parce qu'à ses yeux, être le roi des pirates, c'est être en quelque sorte l'homme le plus libre du monde. Quand on pense à Luffy, on peut imaginer plein de choses, mais il y a 2 éléments qui le représentent vraiment. Le fruit du démon qu'il a mangé, le Gomu Gomu no Mi, un fruit de type Paramecia, et qui a fait de lui un homme élastique, un peu comme l'homme élastique des 4 Fantastiques. Et le deuxième, c'est son chapeau de paille. Ces 2 éléments ont un point commun parce qu'il les a obtenus au contact d'un très grand pirate appelé Shanks le Roux. Mais avant de poursuivre, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais relever dans la description de Luffy. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais ce pressentiment qu'il y ait quelque chose à voir entre One Piece et l'amour de soi. En tout cas, au niveau du personnage de Luffy. Et finalement, les 4 choses qui se dégagent naturellement du personnage, c'est le fait qu'il a un chapeau de paille, ok. C'est un homme élastique, Son père est un révolutionnaire qui lutte contre le statu quo, et il veut devenir le roi des pirates. Tous ces éléments ont un point commun que j'ai déjà cité en présentant l'ambition qui se cache derrière le rêve de Luffy de devenir le roi des pirates, le désir de liberté. Parce qu'être le roi des pirates, c'est être l'homme le plus libre du monde. Son père est un révolutionnaire qui se bat pour la liberté de son peuple. C'est un homme élastique, donc sa liberté de mouvement est hors du commun, et on saura plus tard que le chapeau de paille que Shanks le Roux lui a offert a autrefois appartenu à Goldie Roger, le roi des pirates. Petit spoil gratuit, voilà, c'est cadeau. Toute l'identité de Luffy est construite autour de la liberté. Et c'est justement là que se cache le fameux trésor dont je vous parlais en intro. La connexion subtile entre One Piece et l'amour de soi. Mais pour vous expliquer mon raisonnement, un peu de théorie et préparez-vous parce que c'est maintenant que ça devient intéressant.
やれるか、君に。グランドラインはまだまだ君らの想像をはるかにしのぐぞ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由な奴が海賊王だ。んそうか。Pour vous expliquer ce que j'entends par amour de soi, je vais devoir vous parler d'un type, Stephen Covey, un homme d'affaires et conférencier qui a écrit dans les années 90 un livre de développement personnel qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. The 7 Habits of Highly Effective People, traduit en français par les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Bon, le titre paraît un peu racoleur. En plus, tout à l'heure, j'ai dit prouver que One Piece permet de mieux comprendre l'amour de soi que les livres. Et là, je sors un bouquin de dev perso. Bon, on va faire comme si on n'a rien vu, ok? Le bouquin commence avec Covey expliquant qu'il conçoit la vie d'un être humain comme un cheminement progressif qu'il appelle l'échelle de la maturité. Cette progression commence par un premier stade, la dépendance. C'est le stade initial, originel, par lequel tous les êtres humains passent. C'est la condition naturelle de départ, comme l'enfant qui dépend de ses parents, l'élève qui dépend de ses profs ou plus largement de l'éducation nationale, le salarié qui dépend de son employeur ou au minimum de son manager. Autrement dit, la personne dépendante se définit en fonction des actions des autres, par rapport à ce que les autres font ou ne font pas pour elle. Je vous ai donné des exemples, mais Covey décline plusieurs dimensions relatives à la dépendance. La dépendance physique, c'est-à-dire une incapacité à agir seul, comme un enfant qui a besoin de ses parents pour se nourrir, ou dans un autre registre, ce qu'on appelle des majeurs incapables, dans le sens juridique du terme, et qui bénéficient d'une tutelle ou d'une curatelle. La dépendance psychologique, c'est-à-dire un individu dont la valeur personnelle repose sur l'opinion ou les pensées des autres. Donc à ce niveau, on cherche sans cesse l'approbation d'autrui. Les compliments sont extrêmement gratifiants, mais c'en est de même pour les critiques. Il y a une quête quasi constante et inconsciente de validation et de reconnaissance. Un exemple parlant, c'est une personne adulte qui, même à 40 ans, reste encore enfermée dans l'image que ses parents ont projetée sur elle, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, l'image du ou de la première de la classe, ou encore l'image du ou de la bonne à rien. La dépendance intellectuelle, qui se manifeste par le fait de ne pas penser par soi-même, par exemple, quand on laisse des journalistes, des penseurs ou des membres de la famille construire notre avis politique ou idéologique à notre place, sans esprit critique, sans nuance. Et enfin, la dépendance affective, qui est d'ailleurs aussi extrêmement documenté dans le milieu du dev perso, où l'individu en question est en constant besoin de l'amour ou de l'attention des autres pour se sentir exister. Les exemples ne manquent pas dans les couples par exemple, où l'un attend tout de l'autre et vit dans une angoisse permanente d'être abandonné. Il faut bien avoir en tête que pour Covey, être dans la dépendance, ce n'est pas un jugement moral, ce n'est pas une faute. D'ailleurs, peut-on réellement considérer que les personnes qui prennent des décisions et agissent selon cette dépendance sont totalement conscientes de ce qu'elles font et des implications? C'est un état d'immaturité certes, mais c'est surtout un état de départ. En revanche, ce n'est pas non plus une excuse pour en rester là. Il n'y a pas d'injonction, mais une forme de nécessité de progresser vers plus d'indépendance. Et il ne faut surtout pas avoir une posture culpabilisante vis-à-vis de soi non plus. Ce serait encore une forme d'immaturité émotionnelle en plus d'être contre-productif. En fait, Covey donne 3 habitudes à mettre en place dans sa vie pour justement gagner en émancipation. Bon, c'est quand même le titre de son livre, hein. Mais ça, je le garde pour un peu plus tard dans la vidéo. Admettons maintenant que vous avez appliqué religieusement les 3 habitudes que je me suis permis de teaser. On arrive donc à l'autre niveau de l'échelle de la maturité, l'indépendance. Et la personne indépendante, au regard des dimensions citées, est capable de subvenir à ses besoins seule pour assumer son autonomie matérielle. Elle sait prendre soin de sa santé, sans dépendre de quiconque pour, disons, faire à manger sainement, je précise, ou pour aller chez le médecin. Elle a une capacité à penser par elle-même, c'est-à-dire une liberté de jugement, dans le sens où elle ne va pas adhérer à des idées ou adopter les croyances de ses parents ou du milieu par simple mimétisme. Et enfin, cette personne possède une estime de soi suffisamment solide pour aimer de manière désintéressée, c'est-à-dire sans attendre de retour immédiat, voire sans attendre de retour tout court. Elle prend en compte les compliments et les critiques, mais avec la même dignité, c'est-à-dire sans compromettre son avis initial sur sa personne.
Et ce sont tous ces éléments sur l'indépendance, ou plus précisément du passage de la dépendance à l'indépendance, qui m'ont amené à voir ce lien frappant avec l'amour de soi. Mais pour vous expliquer, quoi de mieux que de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a fort longtemps. Alors bon, déjà, c'est pas une anecdote de malade, mais elle a déclenché en moi une série de réflexions pour le moins intéressantes. On va l'appeler l'anecdote de la panne de batterie du téléphone. C'était il y a quelques années, j'étais encore en classe prépa, donc vie sociale et vie amoureuse inexistante. Ma seule source d'évasion était League of Legends et mon téléphone portable. Je pense que c'était un iPhone 6 à l'époque. La batterie du téléphone déconnait depuis déjà un certain temps, et il avait l'habitude de s'éteindre inopinément, même quand il était genre à 70% de batterie. Un jour, allongé sur le lit de mon appartement de 16 mètres carrés, alors que je naviguais sur les internets avec ma seule source de connexion avec l'extérieur, mon téléphone s'éteint. Jusqu'à là, rien de plus normal. C'était peut-être la 3e fois de la semaine, il suffisait juste de le rallumer, mais cette fois-ci, il ne se rallumait pas. Un peu désemparé, j'ai tenté de le brancher au chargeur. Mais il y avait un logo de batterie en charge qui s'affichait. Et ça faisait au moins 2 heures que rien ne semblait changer. Je me sentais suffoqué par la solitude, étouffé par le vide, étranglé par l'ennui, achevé par le néant. J'étais totalement dépendant de 13 cm de hauteur sur 6 cm de largeur. D'autant plus que mon Wi-Fi était le partage de connexion qui provenait de mon téléphone. C'était un moment douloureux, difficilement vivable, alors que pour la première fois depuis très longtemps, je me retrouvais seul avec moi-même. Et ce constat a éveillé en moi une prise de conscience. J'étais, et nous sommes, pour beaucoup, moi y compris encore aujourd'hui, pris au piège par une surstimulation permanente. Non pas par nécessité, mais par habitude. Une habitude qui nous éloigne de nous-mêmes. Parce qu'en soi, du peu que je m'en souvienne, je n'avais pas besoin de consulter de messages urgents sur le moment. Ce que je cherchais, c'était sans doute la fuite par la distraction. Facebook, TikTok, Instagram nous disposent d'un flux ininterrompu d'informations permettant l'évitement, le tout déguisé sous le masque du divertissement. Et c'est précisément là qu'il faut se concentrer. Parce que quand on fuit la solitude ou l'ennui, en réalité, on fuit souvent quelque chose de plus profond encore, nous-mêmes. Le silence et l'absence de stimulation, de distraction, nous obligent à nous confronter à qui nous sommes, à l'état brut, à l'état pur. Et cette confrontation peut être brutale. Et parfois, ce qu'elle met en évidence, c'est l'indifférence qu'on se porte. On se traite avec une négligence qu'on n'oserait même pas infliger à d'autres, en niant nos véritables besoins, en évitant de ressentir nos émotions, ou encore en refusant de nous voir en face. Mais cette forme de rejet, aussi subtile soit-elle, est plus violente qu'elle en a l'air. Parce que si on prend l'amour avec un grand A, en général, on va l'opposer à la haine par exemple, ou de manière plus subtile, à la peur. Mais quand on creuse un peu, la haine, elle implique encore une forme d'engagement, une intensité émotionnelle. Il n'y a qu'à voir les haters qui sont capables pour certains de passer plusieurs minutes pour chier à la gueule de leur créateur de contenu détesté, plusieurs minutes de vie, je précise, chose la plus importante qui soit. Si ça c'est pas de l'amour, mais très mal exprimé, ou en tout cas assez maladroitement. Et pour la peur, effectivement dans les spiritualités orientales, bouddhisme, hindouisme, taoïsme, la peur vient de l'ego, naît de l'attachement à l'illusion du moi, ou apparaît lorsqu'on résiste au flux naturel de la vie. L'amour c'est l'unité, et la peur c'est la division. Donc si l'amour et la haine dans un sens font partie du même spectre, en gros qu'en appliquant la fonction inverse à la haine, on tombe sur l'amour, et que la peur est un état de conscience rattaché à l'amour, comme si l'amour est la polarité positive et la peur la polarité négative, alors le vrai contraire ontologique de l'amour, c'est l'absence même de considération, de lien, de reconnaissance de l'existence. L'opposé de l'amour, c'est l'indifférence. Et c'est souvent de cette façon qu'on se traite, comme si on n'était pas digne de notre propre attention, de notre propre intérêt. Et comment concrètement cette indifférence envers soi-même se manifeste ? L'alcool, Netflix, Disney, Prime Video à outrance. Jetez un coup d'œil à votre temps d'écran aujourd'hui et surtout dans la case réseaux sociaux. En soi, toutes les formes de distraction diverses, de divertissement. Et étymologiquement, le mot divertissement prend son origine du latin divertere, qui veut dire détourner. J'en parle un peu dans ma vidéo sur Griffiths, mais justement, la pulsion qui mène au divertissement, en règle générale,
notamment lorsqu'elle devient compulsive, vise à occulter quelque chose de plus profond. Mais quoi donc? Qu'y a-t-il de si grave qu'on ait besoin de se bourrer le crâne d'informations non nécessaires pour oublier? Personnellement, ça ne tient qu'à moi pour le coup, mais je pense que cette indifférence s'enracine dans un sentiment de honte. Un sentiment de honte de ce que nous sommes, de ce que nous pensons être devenus. La honte de regarder les conséquences de nos choix en face. Une sorte de déni de peut-être passer à côté de sa vie. Qu'importe la raison finalement, la conséquence est bien réelle. On s'évite soi-même. Et en s'évitant, on valide inconsciemment l'idée « je ne mérite même pas ma propre attention, je suis sans valeur ». Et pourtant, je pense que c'est précisément là que commence l'amour de soi. Pas dans l'autosatisfaction ou le narcissisme, mais plutôt dans cette capacité à se regarder soi-même, y compris quand on est moche, y compris dans sa petitesse. Avoir de l'amour pour soi, c'est par définition apprendre à aimer et accepter ses parts les moins aimables, en commençant par les regarder en face. Parce qu'aimer, et c'est le cas aussi dans les relations d'amour romantiques, ce n'est pas seulement embrasser ce qui est beau. Je veux dire, si l'amour est une vertu, elle implique un certain effort, sinon ça n'a aucune valeur. C'est bien parce que la peur paralyse que le courage est une vertu. Parce qu'il y a un effort conscient d'affronter cette peur, d'aller à l'encontre du donné naturel, à contre-courant de la pression. Et pour l'amour, c'est pareil. Si aimer est une vertu, alors l'effort est dans le fait d'aimer les parts de soi qui ne sont à la base pas franchement aimables. Sinon, peut-on considérer que c'est de l'amour? Peut-on admettre qu'il y a de la valeur dans une amitié ou dans un couple s'ils n'ont pas tenu le cap contre vents et marées? Eh ben, c'est la même chose pour la relation de soi vis-à-vis de soi-même. D'ailleurs, quand on y pense, la plupart du temps, on ne ferait même pas à un chien ou un animal de compagnie ce que l'on se fait à soi-même. On ne lui donnerait pas de la malbouffe, une solution liquide qui aurait pour effet de détruire son foie, ou tout simplement, on ne l'abandonnerait pas. Et ça, c'est assez parlant et je pense symptomatique du manque d'amour de soi qui est omniprésent dans nos sociétés. Donc voilà mon raisonnement, ce lien entre d'un côté une dépendance, voire un asservissement à des outils ou des distractions créant une forme d'indisponibilité envers soi-même, et de l'autre, l'amour de soi qui est le fait d'avoir le courage de se confronter à ce face-à-face avec nos parts les plus minables, inconfortables, sombres, pour commencer à apercevoir un peu de lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de l'indépendance, la lumière de la liberté. Et c'est là qu'on en revient à Luffy, comme incarnation de la liberté, parce que l'amour de soi, et c'est mon intime conviction, commence par trouver ou retrouver cette posture d'indépendance, qu'elle soit affective, psychologique ou émotionnelle. Bon, maintenant que tout le monde sait de quoi on parle, que j'ai expliqué le raisonnement derrière le cadre théorique qui entoure cette recherche, à savoir Luffy comme figure de la liberté, mais une liberté exprimant un amour envers soi-même, alors on peut passer au vif du sujet, l'arc Romance Down, où, à travers ses choix et ses actes, Luffy met tout ce qu'on vient de se dire en scène. Notre histoire commence au nord-est de la mer d'East Blue, précisément dans un village portuaire qui s'appelle Fuchsia et situé pas trop loin de Red Line. Au cœur du village, un petit bar, le Purty's Bar. C'est là qu'on retrouve le petit Luffy, à peine âgé de 7 ans. Il est littéralement collé à un équipage de pirates qui fait escale au village, celui d'un certain Shanks le Roux. Il veut prouver à tout prix sa valeur, montrer qu'il est digne d'embarquer avec eux. Problème, il a 7 ans. Pas de muscles, pas d'expérience, et détail non négligeable pour un futur pirate, il ne sait pas nager. Shanks, lui, prend ça à la légère. Il lui sourit, le chambre un peu, mais lui fait comprendre que c'est beaucoup trop tôt. Qu'un enfant qui ne sait pas nager n'a rien à faire sur un bateau de pirate.
Jusqu'à là, tout se passait bien, situation assez anodine, l'équipage de Shanks le Roux et lui-même faisaient la fête, rigolaient et se mettaient bien à base de grog. Jusqu'au moment où un homme, accompagné d'une bande de mecs ressemblant difficilement à autre chose que des malfrats, fracasse brutalement la porte d'entrée du bar, en prétendant être le chef d'un groupe de bandits. Il exige à la maîtresse des lieux, Makino, de gentiment lui vendre 10 barils de grog, et qu'en échange, il fera le minimum de dégâts et de blessés. Sauf que Shanks et son équipage avaient littéralement dévalisé les stocks, et il ne restait plus grand chose. Situation que le chef des bandits, Iguma, n'acceptait pas tellement. Dans son immense générosité, Shanks lui tendit une bouteille encore pleine, en lui disant « Bon, j'avoue, je me sens un peu coupable de cette situation. On s'est accaparé un peu toutes les bouteilles. Autant pour moi, regarde, celle-ci est encore pleine, je te la laisse volontiers. » Étonnamment, Iguma n'a pas particulièrement apprécié ce geste amical, parce qu'il a accepté la bouteille, mais la fracasse sur la tête de Shanks, cherchant évidemment à l'humilier, en lui précisant qu'il n'est pas n'importe qui, car il est un pirate recherché avec une mise à prix de 8 millions de berries, et qu'une seule bouteille ne serait pas suffisant pour étancher sa soif. Petite parenthèse, il faut savoir que dans One Piece, comme dans d'autres mangas, il y a un système permettant d'indiquer la puissance, tout comme dans Dragon Ball avec le scooter, dans Naruto avec le rang des ninjas. Dans One Piece, c'est le montant de la mise à prix. Plus elle est élevée, plus le personnage est dangereux. Donc ici, Iguma montre qu'il n'est clairement pas un enfant de cœur. Après cette apparente humiliation, bien que l'équipage de Shanks l'a vraiment pris à la rigolade, Luffy n'a pas compris pourquoi Shanks n'a rien fait. Pourquoi il n'a pas défendu son honneur. C'est vrai quoi, après tout, c'est un pirate. Il doit montrer qu'il est plus imposant, il doit se faire respecter. Ça, on va de sa réputation. Chose à laquelle Shanks lui répond que c'est juste un peu de grog qui m'a été renversé dessus. En soi, ça ne vaut pas la peine de tuer quelqu'un pour ça. Tu comprendras plus tard en grandissant. À partir de là, on voit déjà une confrontation entre le point de vue de Shanks et le point de vue de Luffy. À la lumière de tout ce qu'on s'est dit par rapport à la liberté comme amour de soi et du statut de pirate qui incarne cette liberté, on voit que d'un côté, il y a le point de vue de Luffy, encore immature, qui pense qu'être un pirate, c'est justement en lien avec la force, la puissance, la domination, en somme, l'apparat que peut apporter la liberté. D'ailleurs, on remarque que c'est quasiment le même point de vue qui est partagé par Iguma, parce qu'il utilise sa liberté acquise en tant que pirate pour humilier et rabaisser, ce qui souligne une sorte de complexe de supériorité. 8 millions de berries de mise à prix, c'est beaucoup. Mais si ça ne vous dérange pas de vous faire spoil, allez taper sur Google Images le montant de la mise à prix de Shanks. Ça vous donnera une idée du gap colossal entre les deux personnages. Mais c'est là où il y a toute une différence entre le fait d'incarner une liberté saine et une liberté compensatrice. Shanks, lui, sait que la vraie liberté, c'est justement d'agir en fonction de ses convictions et de ses valeurs, au-delà de ce que ça peut impliquer dans le regard des autres. L'intégrité au regard des standards qu'il se fixe, à savoir le courage, l'humilité notamment, mais quelque chose qui est encore plus important, et c'est la suite de l'histoire qui va l'illustrer. Après cet épisode, on s'est rendu compte que Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, qui lui confère ses pouvoirs comme je l'ai précisé tout à l'heure. En fait, il a bêtement mangé le fruit pour se faire un dessert, mais bref. Le lendemain, il décide de rendre visite à Makino, la tenante du bar, comme il a l'habitude de le faire. Il est toujours déçu de la réaction de Shanks et l'exprime à Makino, qui elle lui glisse alors une phrase pleine de sagesse. Tu sais, parfois il faut plus de courage pour ne pas se battre. Coupé dans leur conversation par une entrée fracassante familière, Iguma est de retour et demande encore à boire. Mais cette fois-ci, c'est différent. On voit Makino courir chercher de l'aide parce que Luffy est en train de se faire haggar par Iguma et ses hommes. Apparemment, Luffy leur aurait manqué de respect. Il lui apporte une correction peut-être un peu violente parce que ce manque de respect allait se solder par la mort du petit garçon. Comme un Deus Ex Machina, Shanks intervient et appelle à Iguma de laisser partir Luffy sur le champ. Intimidé par la présence de Shanks, que dis-je, pétrifié même, notamment après que les membres de son équipage aient démontré en quelques secondes l'écart infinitésimal qui les sépare en termes de puissance, Iguma prend peur, balance un fumigène et fuit, mais compte bien repartir avec Luffy pour quand même exécuter sa vengeance. Une chose est intéressante, car Shanks n'avait jamais voulu en arriver jusqu'à là, intimider, commettre des meurtres, il avait bien précisé. Mais c'est là toute la subtilité qui fait de lui un pirate, un homme libre. Il ne joue pas par les règles pour tirer un avantage et dominer, mais pour avoir le maximum d'espace nécessaire pour exprimer son intégrité, ses valeurs. Et là, en l'occurrence, c'était de protéger les personnes qui lui sont chères.
comme ses amis. On se rend compte plus tard que Iguma a réalisé une bête d'évasion digne d'un ninja en fuyant avec Luffy dans un tout petit bateau de fortune, bien décidé à en finir avec lui. Il le pousse dans l'eau, sachant que Luffy ne peut plus nager, on le rappelle, et ricane de la mort du petit garçon tel le bon antagoniste qu'il est. Et tout à coup, apparaît une sorte de monstre marin géant derrière Iguma, apparemment affamé. Et Luffy a à peine eu le temps de le voir venir qu'il avait déjà dévoré Iguma en une fraction de seconde. Deus Ex numéro 2, encore Shanks le Roux qui le protège et le sauve de sa mort certaine, en l'éloignant à temps de la gueule du monstre. Il s'est contenté de lui faire face, avec un regard d'une intensité telle qu'il s'est enfui terrorisé. Luffy est sauvé. En sanglots après cette expérience traumatisante, il reste immobile et stupéfait. Shanks s'excuse, parce qu'il sait que si Luffy s'est fait rouster par les bandits, c'est parce qu'il n'avait pas accepté qu'il casse du sucre derrière son dos, et a donc pris sa défense. Mais Luffy restait toujours stupéfait. Il restait stupéfait parce que Shanks n'avait pas que sauvé Luffy, il s'est sacrifié pour lui. Au moment du sauvetage, le monstre marin a réussi à arracher le bras de Shanks. Cette scène montre le niveau de standard que Shanks se fixe. C'est là le vrai sens de la liberté, et c'est ce que représente cet épisode iconique de One Piece, qui donne le ton. Incarner une liberté saine, vivre selon ses principes et ses convictions, a un prix. Et c'est ce prix qui fait toute la valeur de cette approche de la vie, de cette liberté. Être libre, c'est d'abord être capable de payer le prix de son être, d'assumer le coût de son intégrité pour protéger et honorer ce qui compte. Et c'est ça, le symbole du chapeau de paille remis à Luffy par Shanks. Ce chapeau de paille représente une promesse. La promesse d'incarner, quoi qu'il en coûte, ce courage nécessaire pour s'exprimer, pour être intègre avec soi-même, pour être un pirate. Et voilà comment commence One Piece. Cet épisode pose un peu le socle de tout ce qui va représenter Luffy par la suite. Dans une vidéo de la série One Pieceology du chef Otaku, une vidéo qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé à écrire celle-ci, il expliquait que Luffy suit ce qu'on appelle un flat character arc, c'est-à-dire que sa vision du monde et son évolution en tant que personnage suit une sorte de fonction constante, du style f de x est égal à p pour vous rappeler de sombres et lointains souvenirs. Et que tout au long du manga, comme il a la bonne vision, c'est lui qui va inspirer son entourage. Parce qu'à partir du moment où il partage cette promesse avec Shanks, son admiration envers lui n'est plus simplement esthétique ni superficielle. Elle a construit Luffy. Et désormais, et nous le verrons par la suite, les actes et les valeurs de Luffy parleront le même langage tout au long du récit. Et tout ça sera mis en perspective avec les autres personnages qu'il rencontrera. Et c'est à là que ça nous mène avec la suite de l'histoire. Après une ellipse de 10 ans plus tard, Luffy a désormais 17 ans et est enfin prêt à quitter son village. Il prend les voiles pour vivre son aventure et devenir le roi des pirates. Bon, à peine sur les mers d'East Blue, il se fait aspirer dans un tourbillon qui le mène par chance à bord d'un navire de pirates. Miraculeusement retrouvé dans un tonneau, a priori en train de se taper une sieste en plus, il est découvert par des membres de l'équipage de ce bateau. Le bateau d'une certaine capitaine Alvida, capitaine qui a quand même la particularité d'être grosse et moche, mais vit dans un déni déconcertant à cet égard. Bref, c'est d'ailleurs un petit mousse qui s'appelle Koby qui l'a retrouvé. Et malgré la stupéfaction de retrouver un homme dans un tonneau, les deux finissent par se retrouver sur l'île servant de repère à Alvida. Et de là, les deux ont commencé à faire connaissance. On ne présente plus Luffy, par contre, Koby se dévoile. Il explique qu'il est devenu mousse d'Alvida totalement par accident. En fait, un jour alors qu'il partait pêcher, il est malencontreusement tombé sur un bateau de pirates. À ce moment, le choix qu'on lui a laissé était simple. Soit on te tue, soit tu deviens l'homme à tout faire du bateau. Et depuis ce jour, il vit dans une peur constante, plié, soumis et résigné. À cet instant, on comprend sans détour que Koby est un lâche. En tout cas, Luffy le capte directement et ne se gêne pas de lui dire franchement que c'est un trouillard sans valeur, mais sous le ton de la rigolade. Bref, en fait, cette conversation est un point culminant, au moins pour Koby, mais aussi pour notre compréhension de l'importance du chemin entrepris par Luffy. Parce que, quelque part, Koby et Luffy sont à peu près les mêmes personnes. À ce détail près que Luffy est un Koby accompli ou Koby est un Luffy sans cette notion d'amour de soi et de liberté importante. Je m'explique. En racontant son histoire, Koby a proposé à Luffy de prendre son bateau pour qu'il puisse poursuivre
poursuivre sa route. Un petit bateau qu'il a mis 2 ans à construire pour s'échapper de la tyrannie d'Alvida. Mais il n'a jamais eu le cran de l'utiliser et fuir. Pire encore, il s'est résigné à être le larbin d'Alvida jusqu'à la fin de sa vie. Parce que pour lui, c'est impensable de sortir de sa situation. Parce que c'est trop risqué, c'est trop inconscient, ça serait du suicide. Il préfère l'inconfort de la soumission plutôt que l'inconfort de la liberté. Mais la raison pour laquelle Luffy et Koby sont si proches, c'est qu'ils ont tous les deux un rêve. Luffy, celui d'être le roi des pirates, et Koby rêve d'intégrer les forces armées de la marine. Et en plus d'avoir renoncé à sa liberté, il a également renoncé à son rêve, à sa vie. La mise en perspective entre les deux personnages est d'autant plus frappante quand Luffy lui révèle son rêve de devenir le roi des pirates. Une ambition démesurée, gargantuesque, surtout du point de vue de Koby. Parce qu'être le roi des pirates, c'est se mettre au même pied d'égalité que Goldie Roger. Qui plus est, à l'âge d'or de la piraterie, l'ère où la piraterie n'a jamais été aussi florissante. Il a commencé à débiter des insécurités, en réalité ses propres insécurités, du genre « Quoi ? Tu veux mourir ? Tous les pirates du monde cherchent le One Piece, les imprévisibilités sont toutes contre toi, c'est impossible, ça ne va jamais se passer, tu ne seras jamais le... » Et Luffy l'arrête net avec un coup de poing parce qu'il devenait hystérique. Ce que Koby n'avait pas compris et ne pouvait pas savoir, c'est que Luffy, après sa promesse à Shanks, lui sait et connaît le prix de la liberté, le prix de ses rêves, et il est prêt à payer ce prix, celui de mourir pour son être. Et ça a planté une graine dans l'esprit de Koby. Alors que pour lui, ce n'était même pas pensable de prendre en main ses responsabilités. Le contraste entre les deux personnages éduque Koby. Il comprend grâce à l'être de Luffy que l'idéalisme sans décision, sans les actions qui suivent, donne le terrain fertile à de la servitude volontaire, à la servitude consentie. En fait, la vérité est que tant qu'on ne sait pas quel prix on veut payer, ni pourquoi, tant qu'on cherche à plaire aux autres, on devient très facilement manipulable, que ce soit par la force ou par le consentement. Et pour Koby, ça a été par la force, puis par son propre consentement. Leur belle conversation inspirante se fait arrêter net par Alvida qui finit par les retrouver. Parce qu'après tout, ils étaient cachés dans son repère. Elle surprend Koby en train de reprendre de l'empouvoirment en demandant à Luffy de le laisser rejoindre son équipage, même s'il souhaite être un membre de la marine. Évidemment, Alvida intimide Koby, comme à son habitude. Elle lui rappelle sa servitude à sa personne. Luffy, un peu interpellé par la scène, demande à Koby un peu naïvement « Mais c'est qui en fait ce gros thon ?» Ce qui démontre sa capacité à n'être intimidé par personne. Koby panique. Jusqu'ici, il n'a jamais osé ne serait-ce que penser ça. Il se redresse, se prépare à demander à Luffy de retirer ce qu'il venait de dire, et précise bien que Alvida est... Et c'est là que le point d'inflexion se fait pour Koby. Il s'est rappelé de la conversation qui venait d'être faite avec Luffy. La plus grosse et la plus moche de tout l'océan. Waouh. Évidemment prise de colère, elle essaie de se venger de Koby à coups de massue, mais Luffy le protège et pète la gueule d'Alvida. Même si c'est Luffy qui a fait le sale boulot, s'il a protégé Koby, c'est parce qu'il a vu sa valeur, aussi frêle et aussi lâche qu'il pouvait paraître. Désormais, il a la liberté de poursuivre son rêve d'entrer dans la marine. Au contact de Luffy, aussi rapide fût-il, Koby a su avoir une relecture de son propre idéal, en comprenant l'importance de ses propres besoins. Ses rêves ne sont plus des émanations impalpables de son imagination, mais sont désormais des objectifs. Luffy a une intégrité et une congruence contagieuse, et c'est par ses actes que cette maladie se diffuse, la fièvre de la liberté. Et voilà, il y a une petite association entre Koby et Luffy, et ils ont l'air de vouloir faire un bout de chemin ensemble. En fait, Koby souhaite concrétiser son rêve d'intégrer la marine et se dirige donc vers la base la plus proche. Et de là, ils prennent la mer et se dirigent vers une petite ville qui s'appelle Shell's Town. Sur le chemin, Koby et Luffy tapent la discute. Plus précisément, ils discutent des ambitions vertigineuses de Luffy de devenir le roi des pirates. Koby, certes, croit bien Luffy dans sa quête, mais il met l'église au milieu du village. Luffy, si tu veux être le roi des pirates, ça veut dire que tu es obligé de passer par Grand Line. Grand Line, mec, le cimetière des pirates. Ce à quoi Luffy répond, bah ouais, c'est pour ça qu'il me faut le meilleur équipage du monde. D'ailleurs, justement, là où ils se rendent, la base marine la plus proche abrite un homme connu comme étant la bête démoniaque. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates. Il est donc évidemment un chasseur de primes.
un ennemi des pirates vu qu'il gagne sa vie précisément en les assassinant. Et malgré ça, Luffy se dit que si ce type est vraiment aussi dangereux que sa réputation, et si en plus de ça, c'est un chic type, alors il ferait un excellent membre d'équipage. Bref, ils arrivent à bon port, se remplissent la panse correctement dans un petit restaurant, et ils se rendent compte de deux choses dès leur arrivée. Parler de Roronoa Zoro effraie les habitants de l'île, mais étonnamment, évoquer le nom d'un certain Morgan est d'autant plus terrifiant pour eux. Ce qui est étonnant, parce que Kobe avait justement lu sur une affiche qu'il s'agissait d'un colonel de la marine. Bon, très certainement un petit détail. Finalement, les deux décident de se rendre à la fameuse base de la marine pour que Kobe puisse s'enrôler et pour Luffy, potentiellement, recruter son premier compagnon d'équipage. Ils arrivent en face d'une grande forteresse où il est inscrit sur deux grandes portes en fer marine. Pas de doute, c'est ici. Et c'est probablement ici que leurs chemins vont se séparer. Kobe est un peu nerveux, il ne s'est pas préparé mentalement à réaliser son rêve après tout. Luffy, tout excité, veut absolument voir à quoi ressemble une personne qu'on appelle la bête démoniaque. Il escalade le mur, lève la tête et voit au loin une silhouette, un homme totalement affaibli avec un bandana noir, comme crucifié mais attaché par des cordes. Il correspond parfaitement à la description de sa réputation. C'est bien Zoro, le chasseur de pirates. À ce stade, pour Luffy, c'est simple. Il suffit de le détacher, lui proposer de faire partie de son équipage, et le tour est joué. Ce qui ressemble à une mission suicide pour Kobe. Ils se font interrompre par une petite fille qui leur demande de faire moins de bruit, et sans pression, elle passe derrière le mur avec une échelle pour se rendre vers Zoro avec 2 boulettes de riz. La situation est tout de même étrange. Une petite fille de 7 ans à tout casser se rend vers celui qu'on appelle la bête démoniaque, le chasseur de pirates, et en plus de ça, lui propose 2 boulettes de riz pour le nourrir. Impensable. Zoro a à peine eu le temps de refuser son offre que fait son entrée un personnage qui semble important dans la ville. J'ai mentionné le colonel Morgan tout à l'heure, là il s'agit de son fils, Hermep. Il avance avec une classe relative, mais pour Kobe, il a l'air d'être un membre important de la marine. La petite fille est donc sauvée de son insouciance. Hermep s'adresse directement à elle, il lui dit qu'elle ne devrait pas être ici, et qu'il va le dire à son père. Posture assez peu noble et douteuse pour un membre censé représenter les forces de l'ordre. Mais bref, il lui arrache et mange une des boulettes de riz qu'elle avait en main, tel le bon bully qu'il est. Et la recrache parce que ça reste quand même une fille de 7 ans qui a fait à manger quoi, comme n'importe quelle fille de son âge qui adore les bonbons et les gâteaux, elle a bourré de sucre les boulettes de riz et le rendu doit pas être très ouf. Évidemment, Hermep a le seum et il est en position de pouvoir. Il écrase avec la semelle de son pied ce que cette fille a dû passer toute une après-midi à préparer. Ici, on voit déjà un petit parallèle entre Kobe et Luffy. Tous deux avaient une image plus ou moins figée des personnes incarnant leurs idéaux. Pour Luffy petit, c'était les pirates. Pour lui, on le rappelle, un pirate se définissait par sa réputation, sa force et sa capacité à se faire respecter par les autres. Et pour Kobe, la marine, c'est forcément les gentils et permet forcément de faire régner l'ordre et la justice. Il tombe donc un peu dénu lorsqu'il voit que le fils du protecteur de l'île est un énorme fils de p***. Luffy petit et Kobe, à ces instants, représentent encore ce stade de dépendance au sens de Stephen Covey. Et pour passer à l'indépendance, il y a un effort à faire. Un effort qui a tout à voir avec soi. Pour Kobe, ça commence par un discernement beaucoup plus sagace quant à la réalité de ce monde. Sa vision du monde n'est plus enfantine, mais nuancée. D'un côté, il sait qu'un pirate comme Luffy peut incarner des valeurs puissantes et vertueuses. De l'autre, il voit qu'un membre de la marine peut utiliser son statut justement pour jouir d'une position dominante. Finalement, le bandit Iguma et Hermep se ressemblent beaucoup, alors qu'ils sont censés être dans des camps différents. Ce qui fait un homme, ce n'est pas son statut, mais bien ses actions. Actions qui sont les véhicules concrets qui incarnent ses croyances les plus profondes. C'est con, mais quelque part, si tu mens ou si tu as l'habitude de dissimuler des pieux mensonges dans tes conversations, c'est que tu as de manière ancrée en toi la croyance que mentir est une solution pour se sortir de situations. Ce n'est pas ce que Kobe comprend sur le coup, mais il a la preuve que celui qui paraît représenter la justice est juste exécrable dans ses actes, tandis que celui qui est emprisonné l'est peut-être injustement. D'ailleurs, pourquoi Zoro est emprisonné ? La petite fille, après avoir été menacée de mort,
a été éjectée par un des membres de la marine hors de la forteresse où était attaché Zoro. Elle est rattrapée in extremis par Luffy. Il attend quelques minutes que les membres de la marine se barrent, grimpe le mur, toujours décidé à se rendre en face de Zoro. Je cherche un mec bien pour rejoindre mon équipe de pirates. Voilà ce qu'il dit en face du chasseur de pirates. Évidemment, Zoro refuse. Il ne peut s'abaisser à une telle bassesse pour retrouver sa liberté. Et puis, dans tous les cas, Hermep lui a fait une promesse. S'il arrive à survivre ici pendant 1 mois sans manger, alors il le libérera. Il a ses propres objectifs, ses propres rêves, donc aucunement besoin de l'aide ni de la compagnie de Luffy. Mais tandis que Luffy se retournait pour rentrer, Zoro lui demande de lui donner ce qu'il restait de riz par terre, qu'il allait le manger. Luffy s'exécute, même s'il précise que ce n'est pas très appétissant, d'autant plus qu'il y a plus de terre battue que de riz. Mais Zoro insiste et précise à Luffy de bien signifier à la petite fille que le riz qu'elle lui a préparé était délicieux. Après une petite ellipse, on les retrouve tous les trois, Koby, Luffy et la petite fille, en train de parler. D'ailleurs, on sait maintenant qu'elle s'appelle Rika. Et elle leur explique pourquoi Zoro est emprisonné. En fait, il a juste protégé des chiens d'Hermep qui tentaient de l'attaquer. Et dans le feu de l'action, il a blessé un des chiens, ce qui lui a valu les foudres de son père, le colonel Morgan. À partir de là, on comprend mieux pourquoi, à l'évocation de son nom, les habitants voient leur sang se glacer. Le colonel Morgan et son fils tyrannisent Shellstown, et c'est eux les bad guys, pas Zoro. Et ça explique aussi pourquoi Rika était si confiante malgré sa réputation. Tout d'un coup, spectacle assez troublant, tout le monde se met à genoux autour de là où était posé Luffy. Hermep, en train de glousser avec ses 2 gardes du corps de la marine, sont en train de traverser la ville tout près d'eux. Pourquoi si rire? Parce qu'il était fier de sa farce. Mais de quelle farce, vous devez vous demander? En fait, sa promesse envers Zoro était un mensonge. En réalité, il a prévu de l'exécuter dans les 3 jours. Un plan cruel et diabolique. Évidemment, ça fait tilt en Luffy qui s'étonne de ce niveau de malveillance. Il lui avait pourtant fait une promesse, mais Hermep lui répond en explosant de rire que, cette promesse était juste une blague. Il ne porte pas son surnom de bête démoniaque pour rien. Il n'y a qu'une bête pour croire une stupidité par... Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que Luffy lui envoie une énorme patate sur la figure. À partir de là, Luffy est décidé. Il va intégrer Zoro dans son équipage. Qu'est-ce qui a fait que Luffy est passé du doute à être convaincu? Eh ben, il a vu dans les actions de Zoro les valeurs qu'il incarne lui-même. La loyauté envers la petite fille, le fait qu'il l'ait sauvée, ce sont seulement 2 actions, certes, mais ces 2 actions démontrent largement que lui et Zoro sont faits du même Akabi, parce que ces actions lui rappellent la leçon fondamentale qui lui a été apprise dans la douleur. L'intégrité envers soi, le courage d'être soi et de s'aimer vient avec le prix du sacrifice. Le sacrifice de refuser de s'aligner sur une autorité qui déroge à son propre code de conduite, le sacrifice de ne pas se fondre dans la masse au risque de perdre sa tranquillité. Parce que le contraire du courage, ce n'est pas la lâcheté, c'est la conformité. Et Luffy le voit très bien. Zoro le dit clairement, il n'a pas besoin de lui. En tout cas, il ne veut pas de son aide. Il vit selon ses principes et ne se soumettra à rien ni personne qui irait à cette encontre, que ça soit l'autorité de la marine ou la volonté de Luffy d'intégrer son équipage de pirates. Bon, tout de même déterminé, Luffy a compris qu'il doit s'y prendre différemment. D'après Zoro, ses épées sont comme son trésor. Un trésor qui doit être symbolique. Et Luffy le comprend très bien puisqu'il possède lui-même un trésor, son chapeau de paille. Le deal est simple. Il va lui ramener son trésor et s'il souhaite le récupérer, il devra intégrer son équipage. Entre-temps, Hermep est, sans surprise, parti chouiner et rapporter auprès de son père les déboires qui lui sont arrivés. Il réclame vengeance et par conséquent la mort de Luffy. Au vu de la réaction du colonel Morgan, Hermep n'est pas à son premier essai. En fait, il est même exaspéré de voir son fils utiliser sa réputation, sa position, son pouvoir en somme, pour exercer une forme de domination par procuration. D'autant plus exaspéré qu'à l'instant où ils ont cette discussion, il le gêne alors qu'il est en train de diriger ses hommes pour dresser une statue à son effigie, et qui a mis une éternité à être construite. Cette statue représente le symbole de son accomplissement en tant que colonel. Tous les échelons qui ont dû être passés pour en arriver là. Et on sent qu'il a les mains sales. À en voir le niveau de cruauté qu'il cultive, dans la mesure où il s'attendait à ce que Hermep ait tué Rika pour avoir désobéi et traversé le mur pour aller à la rencontre de Zoro. Ce niveau de cruauté dépasse même celui d'Hermep et les autres membres de la marine, puisqu'il ordonne à l'un d'eux de passer derrière son incapable de fils. Sur le moment, le membre de la marine parle un peu chinois,
parce qu'il a en face de lui l'autorité suprême de son île, qui lui ordonne quand même d'assassiner une petite fille. Il doit choisir entre désobéir ou commettre une indignité, mais ça a l'air d'être au-dessus de ses forces. Par quoi ça s'est soldé? Eh ben, par la mort du membre de la marine. Rien que ça. Ce qui ont dit long sur le colonel Morgan et sur ce qu'il a dû commettre pour en arriver là où il est aujourd'hui. En fait, c'est même encore pire que ça. On a encore une illustration de cette dépendance exprimée plus tôt. Pour Morgan, c'est la dépendance au grade, à la position. Pour lui, c'est le statut qui donne raison à tout. Il substitue son esprit critique et ses responsabilités à cette idée abstraite de statut. Un dogme qui justifie ses actes les plus cruels. Après, on peut se dire que Shanks aussi a commis des meurtres. Les meurtres des bandits de la troupe d'Iguma, mais on voit bien que deux actions, deux faits qui semblent être similaires en apparence, peuvent être totalement différents dans le fond. Dans la mesure où Shanks l'a fait par une nécessité, en réponse à l'expression de son esprit libre, sachant qu'il ne voulait même pas en arriver jusqu'à là, et Morgan, lui, justifie son acte en cultivant la croyance que les gradés ne commettent aucune erreur. Il se déresponsabilise en quelque sorte des atrocités qu'il commet. D'ailleurs, à être obsédé par son statut, ce n'est pas étonnant qu'il dresse une statue à son effigie justement. Elle a une importance telle à ses yeux qu'une égratignure à son encontre lui réveille des pulsions de meurtre. Il n'était pas prêt. You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Il n'était pas prêt parce que, tandis qu'il se lançait dans un monologue, il entend un énorme bruit d'effondrement. Sa statue s'écroule. Au sommet des cordes qui la soutenaient, on distingue la silhouette familière de Luffy, qui vient d'atterrir là après un Gomu Gomu no Rocket en cherchant les sabres de Zoro. Pour sauver sa peau, il s'est agrippé au câble et a envoyé le monument au sol. Totalement fou de rage, il ordonne à ses hommes de le capturer. Je précise bien capturer parce qu'il tient à le tuer de ses propres mains. S'ensuit une course-poursuite entre les membres de la marine, Luffy et Hermep qui lui sert de bouclier humain. Pendant ce temps, Kobe est retourné voir Zoro. Il y a à peine quelques heures, il avait peur rien qu'à l'idée de l'évocation de son nom. Et maintenant, il prend le risque de venir le sauver en sachant à quel point le colonel Morgan peut être cruel, en plein cœur de sa planque, et en plus en prenant le risque d'être à jamais radié de la liste de la marine. Pourquoi? Parce que Kobe commence à incarner ce feu intérieur. Le feu de l'indépendance, le feu de la liberté. On peut se demander comment ça se fait? Eh ben, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que sa vision du monde était plus nuancée, plus mature. Mais plusieurs minutes encore plus tôt, rappelez-vous, je vous avais dit que Stephen Covey donnait 3 habitudes clés et ou fondamentales à mettre en place pour justement passer de la dépendance à l'indépendance. Et force est de constater que Kobe les applique. Voici les 3 habitudes. La première, être proactif. La deuxième, commencer par la fin. Et la troisième, donner la priorité aux priorités. Concernant la proactivité, pour vraiment comprendre l'idée de l'auteur, on doit passer par son antonyme conceptuel, la réactivité. Être réactif, c'est subir les événements d'un point de vue émotionnel, comme par exemple mal gérer sa colère, se sentir mal dès que son crush ne répond plus aux messages, perdre confiance dès qu'on n'a plus la reconnaissance de ses parents. En fait, être réactif, c'est subir sans avoir aucune marge de manœuvre pour retrouver une forme d'autonomie. C'est comme donner les clés de sa destinée aux circonstances, voire pire, aux gens. On se confond avec l'émotion qui nous parcourt, on ne fait plus qu'un avec nos passions, et ça peut être problématique lorsqu'il s'agit de passions aux effets délétères, comme l'angoisse, l'anxiété, la colère ou l'inquiétude. Et dans ce sens, être proactif, ce n'est pas être un jeune cadre dynamique ou forcément prendre des initiatives, c'est plus subtil que ça. Être proactif, c'est avant tout la capacité à choisir sa réponse, même et surtout face à un stimuli négatif. Ça se rapproche aussi de ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle, qui peut se résumer par la phrase iconique « Il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous ». Le focus doit se faire absolument sur ce qui dépend de nous, parce que c'est dans cet espace qu'on peut vraiment agir, avoir un impact. Tandis que mettre son attention sur ce qui ne dépend pas de nous,
nous rend esclaves des événements et des circonstances. Et c'est cette posture presque pathologique qui crée aussi des pensées désabusées comme « je tombe toujours sur le même type de fille qui me brise le cœur » ou encore « à chaque fois mon patron veut mon mal » en pensant que c'est l'extérieur qui crée sa propre réalité. Celui qui est proactif prend la responsabilité de l'événement ou de la situation. S'il tombe sur des filles qui lui brisent le cœur, c'est peut-être parce qu'il est trop étouffant dans ses relations. Si tous ses patrons lui veulent du mal, c'est peut-être parce qu'il est mauvais dans sa capacité à faire rayonner sa personnalité dans le monde du travail. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, c'est lui le dénominateur commun. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui a les clés pour apporter du changement et il ne va pas attendre que son patron se lève du bon pied pour lui montrer un semblant d'intérêt. Pour ce qui est de commencer avec la fin en tête, c'est assez parlant par rapport à Luffy et son ambition de devenir le roi des pirates. Il faut avoir une direction, c'est-à-dire à la fois un objectif clair, un cap à atteindre, mais aussi une direction en termes de valeurs éthiques. Des principes sur lesquels aucune négociation n'est possible. Ce qui implique de savoir dire non dès que les circonstances s'écartent de la tendance qu'on se donne. C'est agir dès à présent comme la personne que je dois être. Étant donné que le futur n'est qu'une vue de l'esprit, en soi ça n'existe pas, donc si je veux être un sportif, je commence à agir comme le fait le sportif que je dois être dès maintenant. Et enfin, donner la priorité aux priorités, c'est la suite naturelle de l'habitude précédente. C'est-à-dire que maintenant que je sais ce que je dois faire pour incarner qui je dois être, je ne lâche rien. C'est revoir ses priorités en fonction de ce qui fait avancer le bateau ou non. Revoir ses priorités sur ce qui doit avoir un impact émotionnel ou non. Avoir de la constance dans ce qu'on entreprend, en bonne intelligence, mais aussi au regard de ses principes, ses valeurs, malgré les urgences, malgré la pression. Finalement, le geste de Koby de descendre prendre le risque de délivrer Zoro pour qu'il s'allie à Luffy contre Morgan représente la mise en pratique de ses habitudes. Il aurait pu une nouvelle fois se laisser intimider par la cruauté de Morgan et les bassesses d'Hermep, il aurait pu se dire que Luffy est trop balèze, il saura se débrouiller tout seul, mais non, il a pris sa destinée en main parce que ça résonnait avec ses nouvelles valeurs, son nouveau cap, à savoir être présent pour les personnes qu'il considère comme ses amis, surplombe désormais à la sécurité de fermer les yeux. Être un soldat de la marine, mais avec ses propres conditions, en étant juste et droit. Et le meilleur moment pour incarner ses inspirations, c'est de le faire maintenant, quel que soit le risque, quel que soit le prix qu'il en coûte. Et justement, vu que Koby ne fait pas semblant, la vie aussi elle fait pas semblant. Il a à peine commencé à détacher Zoro qu'un tir retentit. Un soldat de la marine vient de lui tirer dessus sur ordre direct du colonel Morgan. Heureusement, il n'est pas mort, mais il est au sol blessé. Zoro lui dit de s'en aller, que ça ne sert à rien qu'il risque sa vie pour lui, d'autant plus qu'il sera libéré dans 1 mois. Et c'est là que la vérité tombe. Koby lui révèle le mensonge derrière sa libération et la raison pour laquelle il est venu le détacher. Pour qu'il aille aider Luffy parce qu'il a frappé Hermep n'ayant pas supporté une telle injustice. Zoro a à peine eu le temps de se rendre compte de la situation qu'ils étaient tous les deux encerclés par la marine avec en tête de proue le colonel Morgan. Plusieurs membres de la marine armés, le canon chargé et prêts à appuyer sur la gâchette pour abattre Koby et Zoro. Comme un Deus Ex Machina peut être inspiré par son mentor, Luffy s'interpose avec son corps, prend chacune des balles mais ne ressent rien, parce qu'on le rappelle, il est fait en caoutchouc. Et là en plus de ça, eu le temps de trouver les 3 sabres chers à Zoro. À ce stade, Zoro a 2 choix, et Luffy l'exprime très bien. Il peut soit affronter la marine à ses côtés, et devenir officiellement un pirate, soit mourir attaché sur le poteau où il crève depuis plusieurs jours. Après avoir compris qui était vraiment Luffy, qui lui a après tout sauvé la vie, et en plus du fait que, tout comme lui, il a une promesse à tenir, que je ne détaillerai pas ici, le choix était vite fait. Luffy le détache et ils mettent une mandale à tous les membres de la marine en duo, colonel Morgan compris, digne des meilleurs combos de Tekken Tag Tournament. En quelques minutes, la ville est libérée des 2 tyrans de Shell's Town. Après sans doute plusieurs heures plus tard, on retrouve nos protagonistes en train de généreusement se régaler d'un repas préparé par la mère de Rika. La discussion bat son plein, mais retour aux choses sérieuses. C'est quoi l'étape suivante? Luffy n'a bien sûr pas changé de cap.
direction Grand Line. Et Kobe revient avec son discours hystérique de « Oh mais non, c'est du suicide, vous êtes que 2, et là vous courez à votre perte, et blablabla, et nanana ». Mais cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que ce ne sont pas ces insécurités qu'il exprime et qu'il projette sur les autres. Bon, quoique, si, un peu quand même, mais là au fond, c'est parce qu'à présent, il tient à eux. Zoro et Luffy ont été des sources d'inspiration qui lui ont sauvé la vie, qui lui ont montré qu'on pouvait et qu'on devait se battre pour ce en quoi on croit. On sent que le changement est en cours pour lui. Reste un peu en suspens, que Zoro relève bien, c'est qu'effectivement, tous ces changements en Kobe sont super. Il n'a jamais été aussi proche de réaliser son rêve d'intégrer la marine. Mais s'ils apprenaient qu'il a été un homme à tout faire d'une pirate, si jamais il venait à apprendre les détails de son passé, son avenir à la marine est compromis. En parlant du loup, le nouveau colonel de la marine de Shellstown entre chez Rika et les interrompt. Il leur explique que, bon, vous nous avez sauvés, et pour ça, on vous sera éternellement reconnaissant. Mais vous restez des pirates, donc nous sommes dans l'obligation de vous demander de quitter l'île, et ce, dans les plus brefs délais. Par contre, en guise de remerciement, nous ne ferons parvenir aucun rapport vous concernant. Luffy et Zoro se lèvent, remercient Rika et sa mère pour le repas, et s'en vont sans discuter. Kobe, un peu désemparé, regarde la scène avec un peu de stupeur. Réaction qui fut remarquée par le colonel, qui s'attendait à ce qu'il les suive. « Et toi, tu pars pas avec eux ?» Ce à quoi Kobe lui répond qu'il ne fait pas partie de leur bande. Dubitatif, le colonel demande confirmation auprès de Luffy. Et là, Luffy commence à tout raconter, sans pression, en parlant d'Alvida, de son repère, du fait que pendant 2 ans, Luffy est arrêté par un coup de poing reçu et c'est Kobe qui l'a frappé de toutes ses forces pour le faire taire. Kobe n'avait qu'une fraction de seconde pour réagir. S'il laissait Luffy parler, c'en était fini pour son rêve. Donc il a fait exactement l'inverse de ce qu'il aurait fait au début de l'histoire. Il ne subit plus, il agit. Ses insécurités ne prennent plus le dessus sur ses convictions. Kobe a définitivement changé. Luffy ne se laisse pas faire, évidemment, donc ils se mettent à se battre tous les deux. Pour le colonel, la scène est incompréhensible. Impossible que les deux soient des amis. Luffy et Zoro s'en vont cette fois-ci pour de bon. Kobe à terre, dans l'incompréhension, se demande à quoi Luffy s'attendait. Il m'a provoqué exprès pour que je le frappe. Et oui, c'était un petit coup monté de Luffy. Il lui a à nouveau sauvé les fesses. Mais pour le nouveau Kobe, ce n'est plus acceptable. C'est à lui de prendre les rênes de sa vie. Il fixe le colonel d'un regard décidé, lui demande son autorisation d'intégrer la marine, totalement déterminé à être un officier. Son regard ne laissant aucune place à un refus, pour le colonel, la décision est devenue évidente. Il accepte. Le fantasme lointain de Kobe devient réalité. À partir du moment où Kobe a fait le choix de prendre des risques cohérents avec ses valeurs, à partir du moment où il a fait le choix de s'aimer, il a pu attirer à lui ce qui n'était qu'une bribe de fantasme à ses yeux il y a encore quelques jours. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Et quelque part, à la lumière de tout ça, on comprend aussi que celui qui sème récolte. Et voilà comment se termine le premier arc de One Piece. C'était un peu lent, mais je me suis dit que c'était important de bien planter le décor, sachant que les autres arcs suivent à peu près cette même structure. Et nous le verrons, Luffy est toujours mis en parallèle d'autres personnages, et par sa façon d'être, il les force à se confronter à leur propre dépendance, à leur propre renoncement, et à la possibilité d'une vie plus libre. C'est la même structure, mais les enseignements sont différents et tout aussi riches, voire peut-être même plus. Mais ça, on le verra dans une prochaine partie de vidéo. C'était Mindful Manga, paix sur vous, ciao.